Donc, je vous remercie de nouveau d'être présent et présente à cette audition qui est organisée donc, dans le cadre du travail parlementaire de notre groupe, la France Insoumise à l'Assemblée nationale, et des propositions législatives que nous souhaitons faire sur l'ensemble des sujets de notre commission, du périmètre de notre commission, donc, de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Merci d'avoir accepté notre invitation et j'espère que nous pourrons continuer au-delà de cette audition, dans tous les cas, à échanger pour les interventions des prochaines semaines et des prochains mois, et bien sûr pour être aussi à votre service au relais de la mobilisation, de vos demandes et des besoins que vous pouvez porter sur des sujets qui nous tiennent beaucoup à cœur. Donc, dans le cadre de ces auditions programmatiques, législatives que nous faisons, nous souhaitions en fait vous entendre en tant qu'acteurs et actrices de terrain sur les problématiques d'égalité des droits, de lutte contre les discriminations, puisque c'est le cadre de l'un des 3 grands axes en fait, de notre travail programmatique, sur lequel nous voulons arriver à faire des propositions. Alors, des propositions qui se veulent centrées autour de propositions législatives, mais également avec les différents leviers, y compris en termes de décrets et surtout en termes de déploiement d'une véritable politique publique pour lutter contre les discriminations, éradiquer les discriminations et garantir l'égalité des droits à tous et toutes. Et donc, c'est pour cela que nous voulions vous entendre sur votre diagnostic de l'état actuel, en fait, de la législation, savoir si vous estimez qu'il est nécessaire d'aller plus loin, sur quel point particulier, en général, il faudrait renforcer le corpus législatif, et puis surtout aussi, qu'est-ce qu'il faudrait de mise en œuvre concrète, pratique, gouvernementale. Donc, j'évoquais la question des politiques publiques qu'il faudrait mettre en œuvre, des dispositifs aussi institutionnels, puisque nous avions depuis 3 ans porté l'idée d'un commissariat à l'égalité qui serait chargé de mettre en œuvre des politiques et de faire le suivi. Est-ce que c'est un dispositif qui vous semble utile, nécessaire, y compris par rapport à d'autres institutions qui existent? Je pense à la DICRA, je pense aux défenseurs des droits, je pense à ces institutions, mais du point de vue du gouvernement, justement, comment mettre en œuvre et s'assurer de la mise en œuvre transversale des politiques publiques en matière de lutte contre les discriminations. Donc voilà, c'est un peu les deux axes de questionnement que nous avions, et nous aurions souhaité vous entendre sur ce sujet, et puis sur tous les sujets d'ailleurs sur lesquels vous estimez nécessaire de nous alerter en tant que parlementaires, et les propositions que vous portez par ailleurs qui peuvent enrichir ce travail. Voilà, sans plus tarder, je vais vous laisser la parole, puisque on est là pour vous écouter avant tout. Je ne sais pas s'il y a des préférences, des impératifs pour commencer. Je vous laisse. Manuel, ça te va d'enchaîner, si je peux me permettre, Emmanuel, ça te va? Tu veux commencer, Giovanna, ou je commence? Non, si ça te va, vas-y. Ok, d'accord, ça marche. D'abord, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui en tant que sociologue. Moi, je vais vous parler particulièrement des discriminations sur la base de l'identité de genre. Ce sont des discriminations qui affectent donc les personnes trans, les trans étant des personnes qui ne se reconnaissent pas dans le sexe qui leur a été assigné et qui entreprennent d'en changer. Donc, cette présentation, elle portera sur les discriminations qui les touchent, et elle se focalisera principalement sur la procédure actuelle de changement de sexe à l'état civil et sur les discriminations que cette procédure engendre par la situation dans laquelle elle place les personnes trans.
Mais du coup, ça m'amènera également à évoquer ces discriminations elles-mêmes qui peuvent advenir au sein d'une diversité d'institutions, d'administrations, de services publics. Et je terminerai enfin la présentation en disant un mot des discriminations dans un autre domaine qui est celui des droits reproductifs, puisque ces discriminations constituent en l'état des discriminations plus ou moins institutionnalisées en France. Alors, je commence par la procédure de changement de sexe à l'état civil. Donc, cette procédure, elle a été démédicalisée fin 2016 par la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle. Pour changer de sexe à l'état civil, les trans ne sont plus tenus d'avoir eu recours à des modifications corporelles médicalisées, notamment la stérilisation. Donc, c'est une avancée très importante pour les droits humains des trans, mais cette avancée est quand même relative parce que la procédure de changement de sexe à l'état civil reste malgré tout judiciarisée. Elle relève toujours du tribunal judiciaire et ce dispositif contribue indirectement à produire de nombreuses discriminations sur la base de l'identité de genre, comme ça a été pointé dans une décision cadre du Défenseur des droits en 2015. Alors, en quoi le dispositif de changement de sexe à l'état civil est-il à l'origine de discrimination? Eh bien, le dossier de changement de sexe place les trans face à un certain nombre d'injonctions contradictoires. En fait, dans ce dossier, le requérant doit fournir des preuves administratives, professionnelles ou scolaires du fait qu'il vit déjà socialement dans la catégorie de sexe de destination. Il doit aussi fournir des attestations de proches, de collègues ou de professeurs qui attestent aussi du fait qu'il est bien intégré dans ce sexe. Donc, ce dossier, il place les trans dans une situation de double contrainte parce qu'ils doivent fournir au juge des preuves de leur bonne intégration dans leur sexe de destination, alors même qu'ils n'ont pas encore l'élément fondamental à cette bonne intégration, à savoir des papiers d'identité adéquats. Ils doivent prouver qu'ils sont intégrés pour obtenir des papiers, mais sans papier, il est difficile d'être intégré. Alors, je précise ici que je parle uniquement des personnes majeures, puisque les personnes mineures ne disposent toujours pas à l'heure actuelle d'une procédure légale leur permettant de changer de sexe à l'état civil, ce qui est en soi très problématique également. J'en redirai un mot tout à l'heure. Donc, je ferme cette parenthèse et j'en reviens donc à ce cas des personnes majeures. Les personnes trans doivent donc traverser, finalement, avec cette procédure, une phase au cours de laquelle elles vivent déjà socialement dans leur sexe de destination et où elles tentent d'accumuler des preuves de leur bonne intégration sociale dans ce sexe pour pouvoir changer d'état civil. Or, évidemment, les administrations, les services publics, les employeurs, les universités refusent la plupart du temps de leur fournir ces preuves parce qu'ils refusent de changer leur identité tant que le changement d'état civil n'est pas effectué. Donc, dans ce contexte-là, il est évidemment difficile de constituer son dossier auprès du tribunal. Et cette période, elle peut durer plus ou moins longtemps. Alors, pendant cette période, les personnes trans sont particulièrement exposées à des discriminations. Elles vivent socialement et physiquement dans un sexe et ont des papiers d'identité de l'autre sexe. Donc, compte tenu de cette inadéquation, il leur est bien sûr très difficile de trouver un travail ou même de trouver un logement, par exemple. Et pour cette raison-là, eh bien, beaucoup se retrouvent pendant cette période fortement précarisés. Les discriminations à leur encontre sont quasiment systématiques dans le monde du travail ou encore sur le marché de l'immobilier lorsqu'elles n'ont pas encore changé leur papier d'identité. Il y a des difficultés qui se font aussi sentir très fortement dans les formalités administratives de tous les jours et les discriminations peuvent d'ailleurs provenir en partie des services publics, ce qui donne parfois lieu à des interruptions inexpliquées de certains droits sociaux, par exemple, en raison de l'inadéquation des papiers. Alors, par ailleurs, ces discriminations sur la base de l'identité de genre s'articulent avec des discriminations directes ou indirectes sur d'autres bases. En fait, elles recouvrent, par exemple, des discriminations indirectes liées à l'âge, puisque les trans les plus jeunes sont les plus nombreux à ne pas encore avoir un emploi ou un logement, par exemple. Elles recouvrent aussi des discriminations directes liées aux origines. Par exemple, les hommes trans, les personnes donc qui transitionnent de femmes à hommes et qui sont perçus comme des hommes non blancs, sont systématiquement suspectés d'être porteurs de faux papiers tant qu'ils n'ont pas encore changé de sexe à l'état civil. Donc pour cela,
Certains déplacements et passages de frontières deviennent souvent impossibles, ce qui entrave par ailleurs leur liberté de circulation. Alors, comment réduire les discriminations sur la base de l'identité de genre et ces discriminations afférentes? Je vais formuler 2 propositions de réforme possibles, en commençant par la plus ambitieuse. Alors, cette proposition ambitieuse consiste en la suppression pure et simple de la mention de sexe sur les papiers d'identité. Alors, ça peut paraître une proposition radicale, mais en fait, un petit détour par l'histoire permet de relativiser l'ampleur de ce changement. En réalité, la mention de sexe n'a été introduite sur les papiers que très récemment, au siècle dernier, sous le régime de Vichy, un régime qui a engagé de nombreuses mesures pour différencier et surtout hiérarchiser les rôles et les statuts des hommes et des femmes. Avant ça, la mention de sexe ne figurait pas sur les papiers, on s'en passait. Alors, il y a une réserve qui est souvent mentionnée à propos de la suppression de la mention de sexe sur les papiers, c'est que certains estiment qu'il serait plus compliqué de mesurer les discriminations entre les hommes et les femmes si cette mention venait à disparaître. En réalité, ce n'est pas le cas, parce que toutes les enquêtes qui mesurent les discriminations entre hommes et femmes renseignent déjà le sexe des individus sous une forme déclarative, sans jamais relever l'identité des personnes et sans jamais, bien sûr, consulter leurs papiers. L'intérêt de la suppression de la mention de sexe est double. Premièrement, elle permettrait aux personnes trans de ne pas connaître cette phase d'inadéquation entre sexe social et papier d'identité et donc d'être beaucoup moins exposées aux discriminations. Deuxièmement, elle permettrait aux personnes intersexes et aux personnes non-binaires qui ne s'identifient ni comme hommes ni comme femmes de ne pas être forcées à intégrer une catégorie de sexe. Voilà. Donc récemment, on a connu des débats autour de ce qu'on appelle le sexe neutre, à savoir l'introduction d'une 3e modalité de sexe à l'état civil, modalité qui a finalement été rejetée par la Cour de cassation en 2017. Alors pour ma part, je crains que cette mention de sexe neutre ne soit en réalité, en partie en tout cas, préjudiciable, stigmatisante et propice aux discriminations pour les personnes qui la porteraient. C'est pour cette raison que, personnellement, je privilégie l'option de la suppression de la mention de sexe. Deuxième proposition, un peu plus modeste que celle-ci, donc elle consiste, cette deuxième proposition, à déjudiciariser la procédure de changement de sexe à l'état civil. C'est une question qui avait été discutée à l'occasion de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, mais qui n'a pas abouti malgré les recommandations du défenseur des droits. L'intérêt de cette réforme est de réduire considérablement les discriminations qui adviennent pour les trans dans la phase d'inadéquation entre sexe social et papier. Cette déjudiciarisation, il faut savoir qu'elle est déjà effective dans d'autres pays, comme l'Argentine par exemple, depuis 2012. Dans ce pays, le changement de sexe à l'état civil se réalise par simple déclaration en mairie. En France, seul le changement de prénom est possible en mairie à l'heure actuelle, mais beaucoup de mairies demandent toujours des preuves et des justificatifs pour ce changement de prénom. Donc pour limiter les discriminations envers les trans, le changement de prénom comme le changement de sexe à l'état civil devrait pouvoir être réalisé par simple déclaration en mairie, à l'instar du modèle argentin. Alors, les propositions que j'évoque ici s'attaquent vraiment au fond du problème, à savoir les dispositifs qui exposent les personnes trans à des discriminations, mais de manière complémentaire, on peut aussi agir à l'échelle des discriminations elles-mêmes. Pendant la phase de transition, les discriminations peuvent provenir de diverses instances, comme les institutions, organisations, administrations, employeurs, universités, services publics, etc. Des politiques de lutte contre les discriminations dans ces différentes instances sont possibles et nécessaires, d'abord pour éduquer les professionnels et ensuite pour faire connaître leurs droits et leurs recours aux personnes concernées, qu'elles soient usagères ou professionnelles. Ce sont des démarches qui ont déjà été entamées par le Défenseur des droits et par la DILCRA, qui ont publié des livrets de bonnes pratiques ces dernières années, mais c'est un travail qui peut être considérablement renforcé. Alors, j'ajouterais concernant les mineurs, cette fois-ci, que les discriminations sont nombreuses à l'école et que pour l'instant, rares sont les enfants trans qui parviennent à être inscrits sous leur identité choisie. Ils sont traités au cas par cas et au bon vouloir de la direction des établissements, entre autres parce qu'ils sont dans l'impossibilité légale de changer d'état civil. Bon.
Donc, je formulerai 2 recommandations à leur propos. Premièrement, il faut donner des directives claires aux professionnels de l'éducation. Et deuxièmement, une procédure de changement d'état civil devrait pouvoir être ouverte aux personnes mineures. Je terminerai maintenant cette présentation en mentionnant un dernier aspect important des discriminations sur la base de l'identité de genre, dans le champ, cette fois-ci, des droits reproductifs. Alors, récemment, à l'occasion de la loi bioéthique, la possibilité d'avoir recours à la procréation médicalement assistée a été rejetée dans le cas des hommes trans qui ont encore la capacité de porter un enfant. Alors, ça constitue évidemment une discrimination sur la base de l'identité de genre, à l'heure où on admet que la PMA n'a pas pour visée de traiter une infertilité biologique, pathologique, mais bien d'aider des personnes et des couples à réaliser un projet parental. Une des réserves souvent évoquées à ce propos, c'est que la PMA est réservée aux femmes. C'est une réserve par rapport à l'accès pour les hommes trans à la PMA. Mais certains hommes trans ayant des capacités reproductives tout à fait analogues à celles des femmes, eh bien, il s'agit bien, in fine, d'une discrimination fondée sur l'identité de genre. Par ailleurs, l'autoconservation des gamètes, pour les personnes trans qui souhaitent le faire avant d'entamer un traitement hormonal ou chirurgical, est toujours refusée par une majorité de sécos. Et si l'autoconservation peut parfois être effectuée avant la transition, eh bien, les gamètes ne sont jamais restitués une fois la transition entamée. Une femme trans ne peut pas se voir restituer son sperme pour inséminer sa compagne. Un homme trans ne peut pas utiliser ses ovocytes pour aider sa compagne qui en aurait besoin. Les personnes trans sont ainsi privées de l'usage de leurs propres ressources procréatives et elles sont forcées de recourir inutilement à un tiers donneur. Ces discriminations-là sont particulièrement graves en ce qu'elles sont institutionnalisées, alors même que ces procédures sont possibles ailleurs, comme aux États-Unis, dans certains États par exemple, ou dans certains centres en Belgique. Donc sur ces 2 points, ma recommandation consiste donc à ouvrir aux personnes trans l'accès à l'assistance médicale à la procréation, ainsi qu'à l'autoconservation et à la restitution de leurs gamètes. Parce qu'il n'est pas envisageable de lutter efficacement contre les discriminations sur la base de l'identité de genre tant que les institutions continueront elles-mêmes à exclure et discriminer les personnes trans. Voilà, donc j'achève là-dessus cet état des lieux et ces recommandations. Et pour terminer, je tiens vraiment à saluer très chaleureusement votre intérêt et votre engagement en fait, sur ces questions, parce qu'en tant que sociologue, j'ai pu constater à quel point les personnes trans n'ont pour la plupart pas beaucoup d'alternatives à la précarité, aux discriminations et au renoncement à la procréation et à la famille. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, c'était très clair. Avec plusieurs points sur lesquels d'ailleurs nous sommes en accord, des points que nous avions portés lors des débats sur le projet de loi bioéthique, mais, et que nous aurons l'occasion de relayer à nouveau et de défendre à nouveau une fois que ça arrivera, j'espère, à l'Assemblée. Merci alors, beaucoup. Giovanna, vous voulez compléter? Très bien, oui. Merci aussi pour cette invitation. Merci Emmanuel pour ces données d'éclairage, cette proposition si concrète qui ouvre évidemment des perspectives pour discuter maintenant un peu plus sur les politiques publiques en soi, puisque évidemment, on le sait très bien que le changement d'état civil apparaît aujourd'hui pour les personnes trans depuis 2016 comme étant un changement historique qui a permis finalement d'effacer, de supprimer la notion d'irréversibilité de l'acte, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, elle a été remplacée par une obligation de démontrer la irréversibilité sociale. Et cette irréversibilité sociale, il découle aussi d'un délit d'apparence que finalement, il serait encore discordante, il ne serait pas encore concordante. Et donc, toutes ces mesures-là, toutes ces situations, évidemment, comme l'a bien dit Emmanuel, met les personnes trans dans une situation de non-droit. Et donc, pour nous, il est évident que la mise en place d'un amendement pour pouvoir faire en sorte que l'actuelle loi soit modifiée et qu'elle soit vraiment aujourd'hui remplacée
par la possibilité qu'elle soit libre, déclarative et gratuite. Pourquoi? Parce que finalement, on se rend compte que les preuves qu'on doit porter pour monter la requête et obtenir le changement d'état civil, ce sont des preuves de la maltraitance sociale qu'on impose aux personnes trans. Ça veut dire que l'état des droits en France impose la souffrance transphobe pour qu'on puisse avoir des preuves et s'adresser au juge en lui démontrant qu'on a assez souffert pour pouvoir finalement obtenir le droit à être dans une situation de droit avec le changement d'état civil. Pour nous, évidemment, les conséquences de cette loi sont très importantes puisque une chose qui est positive, oui, il y a une visibilité et une législation présente, mais ça ne veut pas dire progrès puisqu'aujourd'hui, on connaît très bien la maltraitance et la transphobie comme elle est insidieuse et bien cristallisée dans le reste de la société. Il est évident pour nous que la notion de libre, déclarative et gratuit va permettre d'inverser un peu cette situation qui met aux personnes trans dans une zone où tout le monde et toute institution et tout service et toute politique publique, c'est dans le droit de valider le parcours des personnes trans, mais le livre déclaratif et gratuit nous permettra effectivement que la loi et les politiques publiques s'inscrivent dans l'accompagnement dès le début de la transition par le déclaratif. Pour nous, il est évident que depuis 2016, bien que cette loi aujourd'hui permet malgré tout d'obtenir le changement d'état civil, il y a un vide total dans le reste interministériel, notamment dans le ministère du Travail, le ministère de l'Éducation. En ce qui concerne le ministère du Travail, il nous paraît aberrant presque d'apercevoir qu'il n'y a même pas une circulaire pour recommander aux services publics où il y a des personnes trans qui ont amélioré à peine un parcours de transition et qui se trouvent face à un vide total dans les ressources humaines parce qu'il n'y a pas de protocole d'accompagnement de parcours de transition et donc c'est à la bienveillance ou à le bien vouloir en interne du directeur, etc., de différents services publics, mais pareil aussi pour tout ce qui relève des entreprises privées, puisque l'enjeu majeur, c'est de faire en sorte que les personnes qui vont entamer à peine un parcours de transition puissent le faire dans de très bonnes conditions et dans une zone de respect et de droits. Ce qui nous paraît important dans cette circulaire aussi, c'est de réfléchir sur quelle forme aussi, est-ce que c'est la promotion de l'embauche des personnes trans? Il faudra réfléchir si c'est bien ça qui nous intéresserait en tant que population trans. Mais une chose est bien évidente, le taux de pauvreté, le taux de chômage, le taux de précarité chez les personnes trans est une évidence qui n'a pas été jusqu'au présent non plus mesurée. Les conséquences sur le terrain, on les connaît très bien. Par ailleurs, il est évident que le fait de ne pas pouvoir bénéficier pour les gens trans et pour toutes les personnes mineures de 26 ans concernant les RSA, c'est une vraie problématique, mais que dans l'échelle de la précarité et de la pauvreté, tout en bas, il doit malgré tout être analysé l'impact de cette transphobie vis-à-vis du taux de pauvreté qui touche la population transgenre. Donc, il nous semble évident qu'ici, la notion de vulnérabilité individuelle doit être aussi analysée sur le plan de la transphobie systémique. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on doit être aussi dans cette démarche de faire, entre guillemets, à reconnaître un argument de transphobie systémique puisqu'on puisse favoriser dans toutes les politiques publiques pour accéder au logement, pour accéder au travail, etc. Est-ce qu'il s'agit de ce qu'on entend dire des fois discrimination positive? Loin de ça, pour nous, c'est de faire comprendre que la question d'émancipation aujourd'hui des personnes trans est une évidence. Et cette émancipation, elle se paye très cher parce que
seulement entre l'année dernière et aujourd'hui, on compte déjà 6 personnes trans qui se sont suicidées et qui, par ailleurs, ne font pas partie des publics trans les plus, entre guillemets, frappés par les situations d'exclusion sociale, puisqu'ici, il s'agit des personnes trans qui sont nées sur le territoire français et qui étaient des fois même accompagnées par leur famille. Donc, la notion d'émancipation pour une population qui reste malgré tout oppressée, elle est très présente et tant qu'il n'y aura pas vraiment des circulaires dans les politiques publiques pour résoudre cette question des pauvretés, l'auto-pauvreté, l'auto-exclusion, il nous paraît important de rappeler à quel point, évidemment, dans le ministère de l'Éducation, bah, c'est en cours de réflexion l'utilisation du prénom d'usage et pareil, dans les ressources humaines, sur la question de la bon accompagnement des guides de bonne pratique. A priori, la DILCRA, elle va s'en occuper, mais nous demandons à que ceci soit vraiment pragmatique et concret. Pourquoi? Parce que la problématique de l'accès aux soins rentre aussi comme un sujet majeur sur ces questions-là en termes de santé mentale, mais aussi pour pouvoir initier un parcours de transition dans de bonnes conditions pour une population qui commence à s'émanciper très jeune, mais qui très rapidement sont confrontés à un système de santé qui ne respecte pas le code de la santé publique, c'est-à-dire le droit à pouvoir choisir son propre médecin et de pouvoir décider quel est le parcours le plus adapté pour des personnes qui ne sont pas malades, qui n'ont pas une pathologie en soi, mais que le fait qu'il y ait un monopole dans le système de santé qui éloigne systématiquement dès très très jeune âge les personnes trans d'un système qui est dans la validation et pas dans l'accompagnement et dans le non-respect du Code de la santé publique, il nous paraît une ingérence très importante à réfléchir comment faire évoluer pour que, bah, évidemment, on puisse faire appliquer par ailleurs la dépathologisation effective, puisque cette dépathologisation ne peut pas être aperçue juste comme une avancée par promulgation et par communication. Elle doit être aujourd'hui analysée sur le plan vraiment des politiques publiques, puisqu'il y a le changement d'état civil, mais aussi cette dépathologisation doit permettre d'évidemment appliquer l'accès aux soins pour les personnes trans sans leur entraver les parcours qui sont relevants pour le développement de leur propre personnalité depuis très, très jeune âge. Il nous paraît aussi important de rappeler à quel point, pour un amendement sur la modification de cette loi de 2016, la question des personnes trans immigrées reste pour nous un enjeu majeur, puisqu'effectivement, jusqu'au présent, il n'y a que les personnes de nationalité française et les personnes ayant obtenu le droit d'asile qui peuvent bénéficier de cette loi. Or, on connaît très bien la situation à niveau mondial. On sait très bien que la France, pays d'accueil, pays des droits humains, bah, aujourd'hui, sur le territoire, il y a beaucoup de personnes trans qui, par ailleurs, se retrouvent dans la difficulté de ne plus pouvoir rentrer dans leur pays et que bah, aujourd'hui, l'enjeu majeur, c'est d'être protégé en France et pouvoir obtenir le changement d'état civil lorsque les personnes trans ne peuvent pas obtenir un droit au séjour tel que bah, le droit d'asile ou la nationalité même. Cette notion de vulnérabilité individuelle apparaît encore une fois comme étant un enjeu majeur pour que l'argument des transphobie systémique et à niveau mondial puisse être aperçu sur un plan où, évidemment, on puisse trouver des solutions le plus tôt possible sur ces questions. Donc, il nous paraît aussi très important que sur les questions des prisons aujourd'hui, bah, les enjeux majeurs pour nous, c'est d'un côté la formation des futurs travailleurs de services pénitentiaires afin qu'évidemment on puisse réduire la question des maltraitances de la part du système, dans le système pénitentiaire pour les personnes trans. Mais aussi, ça nous paraît important d'analyser le contexte, encore une fois, de pourquoi il y a tant de personnes trans en prison et comment est-il possible que les personnes trans aujourd'hui en prison ne puissent pas être accompagnées par les SPIP
de façon bien adaptée comme il faut. Et puis, on se pose la question sur l'application du changement d'état civil pour les personnes trans en prison. Et puis, en ce qui concerne les gardes à vue et toutes ces questions des contrôles dans les frontières, il nous semble important de rappeler à quel point il y a encore beaucoup de maltraitance dans les gardes à vue pour les personnes trans lors des contrôles. Et pour la plupart, ce sont des contrôles de délits des faciès trans, puisque non seulement elles sont soupçonnées d'être immigrées, mais aussi parce qu'elles sont trans et sûrement prostituées. Sur ces questions de pauvreté, il nous paraît aussi important de réouvrir aussi à travers vous, je l'espère bien, le débat en interne dans votre propre parti, mais aussi dans les autres partis, sur les conséquences de la loi pénalisation des clients et la lutte contre le système prostitutionnel qui date depuis 2016 et qui va avoir 5 ans cette année. Les conséquences sont catastrophiques pour les personnes trans féminines, puisque tant qu'il n'y aura pas des hauts en descendant des changements et vraiment des politiques, un amendement qui permettra aussi d'accueillir le changement d'état civil pour les personnes trans étrangères, ça me semble complètement inhumain de la part de cette loi et des personnes et des partis qui ont soutenu cette loi de ne pas rendre compte que le taux de pauvreté oblige systématiquement aux personnes trans féminines, notamment, d'accéder au travail du sexe. Et puis, la question du travail du sexe, au-delà de la question de la reconnaissance du travail du sexe, il nous paraît fondamental de vraiment reconnaître que dans le travail du sexe, il y a quand même des enjeux socio-économiques pour une population qui, aujourd'hui, est complètement délaissée. Cette population, aujourd'hui, est encore plus délaissée lors du moment où il y a une épidémie telle que nous connaissons actuellement. Et il nous semble très important de rappeler que le taux de pauvreté avant la loi 2016 était très important, qui n'a pas été modifié ni amélioré parce qu'il y a eu le changement d'état civil, mais que maintenant, avec l'épidémie, il y a des populations trans qui sont encore beaucoup plus précarisées, le taux de pauvreté de notre population il est très élevé et donc on est très inquiet aujourd'hui vraiment pour la situation sociale, la situation humaine de ces personnes, puisque des réponses concrètes, on n'a pas eu. Donc, c'est clair qu'il est évident pour nous que la notion de, encore une fois, j'insiste, transphobie systémique doit vraiment aujourd'hui être abordée, non seulement sur le plan d'un amendement, mais aussi sur le plan des politiques publiques en général. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention qui ouvre effectivement le champ de la discussion. Nous travaillons dans le cadre de la commission des lois sur un certain nombre de champs donc, liés aux questions de justice, de droit, d'égalité, mais bien entendu que d'abord ce que vous dites par exemple sur les questions de justice ou de pénitentiaire, également sur la question de la police et des gardes à vue, ça rentre effectivement aussi dans les autres axes que nous travaillons et donc on fera dans nos propositions sur chacun des axes, justice, égalité et sûreté, on essaiera autant que possible d'intégrer justement des propositions transversales à porter, mais ça ouvre aussi un champ plus large. Je pense notamment aux questions éducatives. Il se trouve que je participe au groupe d'études sur les LGBT phobie avec notre collègue Bastien Lachaud qui mène en ce moment des auditions sur la question de l'éducation au genre, aux sexualités et aux nécessaires formations qu'il y a à faire. C'est un point extrêmement important et y compris sur les points de débat qui font plus débat sur la question du travail du sexe. C'est des éléments, je crois, qu'il est important de porter. Et notre travail de législateur, c'est aussi d'évaluer les conséquences des politiques et des lois qui ont été passées et de rectifier les carences ou les conséquences négatives. Donc, merci beaucoup pour ces points. On va écouter maintenant, écoutez,
Lucille ou David, je ne sais pas laquelle ou quelle souhaite prendre la suite. Et j'aurai ensuite quelques questions à l'ensemble des intervenants. Il vous restera un peu de temps si vous avez le temps de rester encore un petit peu. Mais c'est vrai que c'était déjà assez très, très complet. Merci. Alors, Lucille ou David? Oui, vous m'entendez, c'est bon? Oui. Oui, très bien. Merci. Oui, bonjour. Avec David, on va faire une présentation un peu à deux. Donc, David, je te laisse commencer, du coup. Hop là. Donc, merci beaucoup. Alors, il va s'agir essentiellement de faire un petit état des lieux un peu critique du coup du cadre essentiellement législatif. Voilà, la précision qu'on tenait à faire, c'était que aujourd'hui, il y a quand même un millefeuille législatif, il y a quand même une pratique de un fait divers, une loi. Ce qu'on réclame, c'est pas nécessairement qu'il y ait encore plus de lois qui soient faites, c'est que dans un premier temps, les lois qui existent soient appliquées, que s'il y a des lois qui nécessitent d'être révisées, aménagées, corrigées, que ce soit fait. Mais voilà, en tout cas, il n'y a pas d'appel de notre part à légiférer sur tous les sujets. Étant précisé que au-delà de la loi, le problème qui se pose très souvent quand on interagit avec nos interlocuteurs, c'est que finalement, on se retrouve très souvent confronté à des problématiques de moyens, quand ce ne sont pas des problématiques de bonne volonté, mais même avec de la bonne volonté, quand on manque de moyens financiers, de moyens humains, finalement, ces problématiques sont insurmontables. Et je pense particulièrement aux questions de justice, où voilà, la justice peut pas être, même lorsqu'on a affaire à des magistrats, des magistrates de bonne volonté, des enquêteurs, des enquêtrices de bonne volonté, en l'absence de moyens, voilà, on ne parvient à rien. Les premiers points sur lesquels, pour lister très brièvement les sujets qui ont retenu notre attention, donc il y a d'abord le sujet de la PMA, qui en l'état n'a toujours pas abouti, quand bien même il est toujours en discussion. On a vu ce qui s'est passé avec le Sénat, étant précisé qu'en plus le projet qui était présenté était un projet qui est inachevé, sinon excluant, puisque comme ça a été rappelé, il y avait l'exclusion des personnes trans, il y a beaucoup de problématiques de conservation des gamètes, il y a toutes les problématiques de filiation qui ont été, disons-le, bâclées, voire qui sont discriminatoires d'ailleurs, et donc l'absence d'ouverture de la procréation médicalement assistée aux personnes trans, aux hommes trans en l'occurrence. Le second sujet, c'est les problématiques de thérapie de conversion. Alors ça aussi, on a conscience qu'il y a des projets qui sont dans les cartons, mais voilà, c'est quelque chose sur lequel la France est en retard. Le sujet de la filiation pour les enfants nés de PMA et de GPA à l'étranger, qui est quand même un sujet sur lequel, qui est tout d'abord contraire aux engagements de la France, qui a fait l'objet de condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme, et c'est un sujet qui alors évidemment qui préoccupe beaucoup les personnes LGBT et qui en plus est quand même problématique du point de vue de la défense des droits des enfants. Voilà, c'est quand même quelque chose, à notre sens, qui dépasse même les problématiques des seules personnes LGBT, si je puis dire. On a ensuite deux derniers sujets. Tout d'abord, l'absence de prise en compte de la situation des personnes intersexes, qui en France sont encore je pense qu'on peut le dire assez clairement, ces personnes ne bénéficient pas du droit au respect de leur intégrité physique, ce qui est quand même considéré comme l'un des droits les plus fondamentaux, et qui est véritablement un problème, qu'il n'y ait pas la moindre appréhension de cette problématique. Voilà, il est question me semble-t-il, dans le projet de loi bioéthique, juste que le mot soit mentionné, pour dire oui, c'est un premier pas que d'en parler dans la loi. Oui, mais voilà, on est quand même face à des problématiques qui sont graves et qui sont quand même à ce stade urgentes. Et le dernier point, c'est un point qui a été évoqué par Giovanna Rincon tout à l'heure, qui est la problématique de statistiques. Aujourd'hui, la politique se retranche derrière cette interdiction de statistiques, alors qu'on emploie souvent le terme de statistiques ethniques, mais en réalité, ça recouvre toutes les questions. Aujourd'hui, on voit qu'il y aurait un manque de courage parce qu'on ne fait pas ces statistiques pour ne pas voir ce qu'elles vont révéler.
très clairement. Et voilà, il y a quelque chose d'assez lâche. Et finalement, en refusant de faire ces statistiques, on refuse aussi aux personnes concernées de pouvoir faire valoir leurs droits, de pouvoir montrer qu'ils et elles sont victimes de discrimination. Donc ça, c'est un aspect vraiment, vraiment important. Voilà, ça c'était essentiellement pour les points, alors qu'on va essayer d'aborder assez rapidement, j'espère. Et puis je vais céder la parole à Lucille. Merci David. Tu me dis si j'ai oublié quelque chose. Donc oui, donc ça, non. Donc là, c'était vraiment tous les points en termes législatifs. On voulait aussi faire un petit état des lieux de tout ce qui existe déjà dans les différentes sphères de la vie des personnes LGBT, donc de protection, mais également des lois qui existent, mais qui ne sont pas suffisantes pour permettre de lutter contre les discriminations dans ces différents cercles de la vie des personnes LGBT. Donc là, c'est moins du législatif, c'est plus de la mise en application et justement la nécessité de moyens derrière. Donc tout d'abord, on commence la vie donc avec l'école, on va dire. Donc à l'école, l'école est vraiment là normalement pour veiller à ouvrir l'esprit des enfants, pour leur bien-être, faut que les élèves soient bien-être, pour le bien-être. Et également, il ne faut pas oublier que l'école est censée aussi, le gouvernement est censé soutenir les personnes les plus fragiles. Donc, c'est les personnes LGBT en partie qui souffrent à l'école. Donc, il y a vraiment besoin de faire en sorte que le sentiment de discrimination vécu par les enfants, les élèves à l'école, soit pris en compte. Donc pour ça, actuellement, tout ce qui va être sensible. Ah, j'ai l'impression qu'on m'a perdu. Vous m'entendez toujours? J'ai l'impression d'avoir perdu. Moi, je vous entends, mais la bande passante est un peu faible, je crois, et c'est ce qu'indique Zoom. Donc, moi, je vous entends et donc ça enregistre bien. C'est juste que, oui, peut-être qu'à un moment, ça risque de couper, ou alors il faudra vous mettre en audio uniquement. Je crois qu'après, là, ça marche, mais éventuellement, je vous indiquerai si ça coupe de se mettre en audio. Oui. D'accord, ça marche, merci. Donc oui, au niveau de la sensibilisation sur les LGBTI-phobies, actuellement c'est intégralement porté par les associations. Donc il y a vraiment un grand besoin de formation à la fois des élèves, mais également des enseignants et de tout le personnel éducatif. Donc c'est important que ce ne soit pas uniquement les associations qui portent ça, mais vraiment que ce soit le gouvernement aussi qui mette en place des choses. Donc voilà. Il y a également besoin aussi de faire rentrer toutes les questions LGBTI dans les programmes scolaires, donc, et pas uniquement dans le programme sur l'éducation sexuelle. Donc voilà, l'éducation sexuelle est déjà pas forcément abordée dans tous les établissements, donc c'est déjà problématique. Mais en plus, ce programme va souvent être très hétéronormé. Et donc, toutes les questions qui vont être en lien avec les LGBT-phobies ou même l'identité de genre vont être en quelque sorte optionnelles. Donc ça ne devrait pas être optionnel. On parle d'éducation sexuelle, donc on parle de toutes les éducations sexuelles. Donc voilà, donc ça c'est important. Et également, pour le moment, tout ce qui va être visibilité des personnes LGBTI, ça repose uniquement sur le bon vouloir des éditeurs de manuels scolaires. Donc voilà, il est important qu'il y ait des bonnes représentations, que ce ne soit pas toujours des représentations négatives des personnes LGBTI. On le voit souvent, les personnes dans les médias qui vont être visibilisées, ça va vraiment être des personnes victimes de discrimination, mais il n'y a pas que des personnes victimes de discrimination. Pour la construction des jeunes, c'est important qu'il y ait aussi des représentations positives. Donc ça, c'est très important que ça soit mis en place. Pour le côté vie privée, vie en couple, etc., alors là, ça a coupé, Lucille. Ah, on vous retrouve. Oui. Est-ce que je vais enlever la vidéo du coup. Oui, je pense que ce sera. Voilà. Merci. Je vais enlever la vidéo. Ça pourra marcher. Je ne sais pas ce que vous avez entendu, du coup, je suis désolée. On était à la partie vie privée, vie familiale.
donc voilà, donc tout ce qui va être vie privée et donc vie familiale, donc on a parlé du projet PMA bien sûr qui va être à aboutir, donc vraiment en prenant en compte toutes les personnes LGBT dont on a parlé, donc voilà, bien la prise en compte des personnes trans aussi. Il y a un autre projet de loi qui est en cours actuellement, un projet sur la réforme de l'adoption, donc qui est aussi important. Parce qu'on sait qu'actuellement, il y a très peu de personnes LGBTI qui peuvent adopter. Donc, je parle d'adoption principalement de pupilles de l'État. Et donc, il y a eu un rapport qui est sorti l'année dernière. Et en 2018, il n'y a eu que 2,5% des personnes, 2,5% des personnes qui ont adopté étaient des personnes LGBT. Donc, c'est vraiment très, très faible. Donc, il y a vraiment un besoin de cadrer un peu tout ça. Donc, ce qui est intéressant dans cette loi, c'est vraiment donc, il y a 4 points qui sont intéressants. La nécessité donc, de motiver les refus donc, pour les agréments, donc, qui permet de limiter les discriminations. Il y a aussi une partie sur la sécurisation des mères sociales qui ont fait des PMA à l'étranger, donc qui est important. Donc, lorsque la mère biologique refuse le lien de filiation à sa compagne ou son ex-compagne. Également, la mise en place donc, de formations contre les discriminations dans les conseils de famille. Donc, les conseils de famille qui décident donc, si les couples peuvent adopter également quel enfant on va fournir, on va donner à élever à cette famille. Et également la mise en place d'un garant de lutte contre les discriminations donc, dans ces conseils de famille. Donc vraiment, ça c'est quelque chose qui est important pour sécuriser vraiment les personnes LGBT et les sécuriser dans leur démarche pour lutter contre les discriminations. Je te laisse continuer, David. Le sujet suivant, c'est dans le cadre de la vie professionnelle. Parce que voilà, aujourd'hui, il y a une sorte de paroxysme dans la vie professionnelle qui est qu'à la fois, il est très difficile de parler de sa vie privée. L'exemple qu'on prend souvent, c'est les discussions à la machine à café où les questions qui vont être posées sont très hétéronormées. C'est est-ce que tu as un copain, tu as une copine, finalement, sans forcément imaginer que la personne puisse être dans un autre schéma familial. Et de l'autre côté, le fait que lorsque l'orientation sexuelle d'une personne, ou son identité de genre également, est révélée, ou que la personne révèle son identité de genre ou son orientation sexuelle, ça peut avoir des conséquences, et cela a régulièrement des conséquences qui vont jusqu'au harcèlement, qui vont jusqu'au licenciement à caractère discriminatoire, donc qui sont quand même, voilà, les sensations les problématiques de mal-être qui sont rapportées de la part des personnes LGBT au travail ne sont pas uniquement basées sur du ressenti. Il y a quand même, il y a quelque chose derrière, il y a des conséquences très concrètes pour ces personnes. Juste pour un petit chiffre, on a sur les signalements qui sont faits à SOS Homophobie, on a 25% des témoignants, des personnes qui témoignent dans un contexte de travail, qui font état du fait d'avoir été outés à leur travail, dans le cadre de leur vie professionnelle, ce qui est quand même quelque chose d'assez problématique. On voit que encore aujourd'hui, on dit ça relève de la sphère privée. Oui, mais non seulement ça relève de la sphère privée, mais le problème, c'est que les personnes s'infiltrent dans la sphère privée des autres et se permettent d'en faire état à la place des personnes concernées et au mépris justement de tous les risques que cela peut entraîner pour les personnes dont il est question. En plus de tout ceci, ça pose un certain nombre de difficultés. On retrouve chez les personnes LGBT le concept du plafond de verre, et avec une surspécificité pour les femmes lesbiennes qui, lorsqu'elles sont en couple avec une autre femme, sont victimes à double titre des inégalités hommes-femmes, notamment en matière de salaire, puisque qui dit couple de 2 femmes dit en général 2 personnes qui sont moins bien rémunérées que les hommes. Donc, voilà, il y a vraiment une problématique spécifique à laquelle on pense qu'il pourrait être porté une attention particulière. Même si, effectivement, on peut probablement s'y attaquer également de façon efficace en s'attaquant aux inégalités hommes-femmes en matière salariale. Alors,
pour ne pas dresser qu'un tableau trop négatif, il y a quand même un certain nombre d'initiatives positives qu'on repère. On observe de plus en plus, malheureusement uniquement dans les très grandes entreprises, dans certaines administrations, une volonté de sensibiliser le personnel, mais également une volonté de créer des espaces safe pour les personnes LGBT. Souvent, ce sont des initiatives qui sont, ça prend des formes d'associations ou alors ce sont des organisations à caractère syndical. Mais voilà, en tout cas, il y a ce type d'initiative qui est très bien, qu'il faut encourager, mais c'est vrai que ces initiatives ne peuvent pas remplacer le rôle de l'État en matière de prévention, en matière de sensibilisation, en matière de formation. Ça ne peut que le complémenter. En dehors de la sphère professionnelle, parce qu'on ne passe pas tout son temps au travail, même si en cette période c'est un peu compliqué. Les autres domaines, le premier qui nous est venu à l'esprit, c'est le domaine du sport. C'est quelque chose qui revient très régulièrement, qui fait souvent l'actualité, parce qu'on est souvent témoin de phénomènes d'homophobie et d'ailleurs de toute forme de xénophobie ou autre dans le cadre des matchs de football particulièrement. Donc ça aussi, c'est un aspect qui attire l'attention sur le besoin de former, de sensibiliser, mais également d'avoir la possibilité de prendre des sanctions pour de temps en temps, tout simplement faire preuve d'une politique de tolérance zéro. Et on pense particulièrement justement au milieu du foot qui participe grandement à la banalisation des LGBT-phobies avec un discours assez récurrent qu'on entend beaucoup qui est de dire oui mais non, mais dans un stade finalement c'est pas très grave. Ben si, parce qu'une insulte LGBT-phobe dans la rue, c'est une infraction et ça l'est tout autant dans un stade. Voilà, l'opposition d'un match, le cadre d'un match ne justifie pas ce type de pratique et a des conséquences sur la normalisation, sur la banalisation de ce type d'action. Très brièvement sur un sujet qui concerne qui concerne beaucoup les personnes LGBT, les considérations médicales avec un manque de formation assez criant du personnel médical à toutes les problématiques LGBT. Et on pense particulièrement, il y a vraiment deux sujets qui reviennent beaucoup, c'est la discrimination envers les hommes gays, qui est très souvent associé, très souvent hommes gays, c'est association VIH, donc toutes les problématiques de sérophobie. Et on a également toutes les problématiques de mauvaise prise en charge des femmes lesbiennes, qui en général sont très mal prises en charge par les gynécologues qui ont finalement une très mauvaise connaissance et qui considèrent que une femme qui n'est pas en couple avec un homme n'a pas besoin de voir un gynéco, ce qui est quand même assez aberrant. Et puis pour ne pas faire de redite, je reviendrai pas sur ce qui a été dit au sujet des personnes trans, mais voilà, le problème est encore plus vaste et encore plus complexe et encore plus problématique. Voilà pour le sujet, voilà pour l'ensemble à peu près des sujets hors vie pro, vie perso. Je vais peut-être laisser Lucille terminer sur ce qui est Internet, qui est également un grand domaine. En effet, Internet, grand domaine, vaste domaine de liberté d'expression où il n'y a pas de limite. Donc, on connaît tous les dérives qu'il y a sur les réseaux sociaux. Et voilà, il y a un véritable problème de sanctions et aussi d'élimination de tous ces contenus haineux qui existent sur les réseaux sociaux. Nous, on est souvent sollicités, donc on est souvent tagués sur Twitter, surtout par des gens qui veulent qu'on supprime des contenus haineux. Nous, on ne peut pas le faire en fait. On peut juste faire comme tout le monde, signaler. Et donc, du coup, c'est vraiment problématique. Personne, à part Twitter, à part les réseaux sociaux, il y a très peu de choses qui peuvent faire en sorte qu'on élimine ces contenus haineux. Et donc voilà, ça c'est quelque chose pour lequel on pense qu'il est vraiment important de faire quelque chose, mais alors il faut faire attention de ne pas tomber tomber à côté de notre objectif, hein, donc avec
une politique qui va entraîner une censure des personnes LGBT et du contenu qu'ils génèrent, donc ils vont parler des LGBTI et pourquoi pas de parler de LGBTI-phobie, et que ça ne soit pas ces personnes-là qui soient censurées et non pas les contenus LGBTI-phobes réellement en fait. Donc voilà, ça c'est faut faire attention à cela. Donc ça nécessite vraiment une coopération donc, entre l'État et ces différentes plateformes. Donc, voilà, c'est important qu'il y ait une coopération qui existe pour pouvoir lutter contre ces contenus. Et après, il y a la plateforme Pharos. Voilà, donc comme on a pu en parler tout à l'heure, très certainement un gros manque de moyens de cette plateforme, mais également un problème, si on peut dire un problème, un manque de communication sur le sujet. Il y a peu de personnes qui savent que cette plateforme, il y a peu de personnes qui savent que cette plateforme existe, et donc il y a un vrai besoin aussi de faire de la communication sur cette plateforme et d'ajouter donc des moyens humains sur le sujet. Donc voilà. Je vais laisser David continuer. Ça marche. Quelques mots sur les dispositifs d'aide aux victimes qui existent. Alors, on avait découpé ça de façon peut-être un peu artificielle en psychologique, juridique et sociale, même s'il y a de grosses interconnexions entre les différents domaines. Ça a été évoqué tout à l'heure, les personnes LGBT, puisqu'elles sont d'autant plus victimes d'agressions, de discrimination, sont surexposées aux problèmes de santé mentale. Et aujourd'hui, le constat qu'on est obligé de faire, c'est qu'il y a une inadéquation qui est quasi absolue entre le besoin et l'offre proposée. Aujourd'hui, pour consulter en CMP, le temps de voir un infirmier ou une infirmière, c'est environ entre 3 semaines et 1 mois. Pour voir un ou une psychiatre, c'est 1 mois en plus. Pour voir un ou une psychologue, c'est 6 mois. Donc aujourd'hui, l'accompagnement psychologique est extrêmement difficile, en tout cas pour les personnes qui sont dans une situation relativement précaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez donc une double discrimination qui est à la fois une discrimination à raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre et une discrimination à raison de l'état de précarité sociale. Parce que si vous avez les moyens, vous pouvez voir un psychologue, vous pouvez voir un ou une psychiatre. Sinon, eh bien, vous êtes obligé d'attendre d'aller au CMP et la plupart du temps, vous finissez par renoncer parce que de toute façon, les délais sont considérables. Quand d'ailleurs, on ne vous dit même pas, non, désolé, on ne peut pas assurer votre suivi. Donc ça, c'est vraiment, pour nous, c'est le problème principal en termes d'accompagnement et de prise en charge des victimes. Et pour nous qui sommes amenés à réorienter des victimes, c'est extrêmement compliqué de les voir revenir vers nous et nous dire j'ai pris contact avec telle personne, mais c'est pas possible. Et peut-être même pire encore qu'une personne nous dise moi je voudrais bien voir un psychologue ou une psychologue, mais en fait j'ai pas les moyens. Ça c'est, pour le coup, c'est vraiment particulièrement difficile d'entendre ce type de discours et de se dire que l'État ne fait rien. Le deuxième sujet, c'est évidemment la formation des professionnels de santé. Voilà, je reviens pas dessus, ça, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais en termes de prise en charge, il y a eu récemment un fait divers, si je puis dire, sur ces questions, d'une personne qui a rapporté sur Twitter que son médecin avait essayé de l'orienter vers une thérapie de conversion. Voilà, il y a un problème, parce que même quand les personnes osent aller demander de l'aide, vont pousser la porte, et parfois, finalement, le remède est pire que le mal. Et voilà, ça montre bien que la maltraitance peut s'exercer vraiment à plusieurs niveaux. Donc, il y a un véritable besoin aussi de formation des professionnels de santé, un besoin qui n'est pas que de la sensibilisation à ce stade, c'est vraiment de la formation. La sensibilisation ne suffit plus. Et ça a de vraies conséquences parce que ça pousse les personnes LGBT vers toujours plus de précarité parce que, et ça c'est quelque chose que l'on constate systématiquement dans les personnes victimes qui nous saisissent, une personne qui est victime de LGBT-phobie dans son travail, c'est une personne qui va avoir des problèmes de santé mentale, c'est une personne qui a de très grandes chances de se retrouver en arrêt maladie, notamment pour dépression. Qui dit arrêt maladie et dépression et en général très peu de chances que les choses s'arrêtent parce que les harceleurs ne s'arrêtent pas simplement parce que la personne revient. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, vous avez des pertes de salaire, que vous soyez dans le public ou dans le privé. Ça veut dire que votre situation économique s'aggrave encore et toujours. Donc, il y a vraiment des conséquences, y compris économiques,
en fait, de ces discriminations. Et ça, on ne les voit pas forcément tout de suite, mais c'est quelque chose qui se produit à plus long terme et qui finalement, c'est un cercle vicieux de précarisation et de violence envers les personnes LGBT. Voilà, c'est à peu près ce que j'avais à dire sur les questions de prise en charge psychologique. Je vais laisser Lucille terminer sur le juridique et le social. Promis, on arrête bientôt les échanges de paroles. Le jeu. Donc du coup, pour le côté juridique, on a vu, enfin on voit tous les jours en fait qu'on est extrêmement sollicité par les victimes qui demandent de l'aide pour le suivi juridique. Donc, et donc nous, on peut les aider bien sûr dans leur démarche, mais après, on n'a pas de pouvoir pour enquêter ni pour sanctionner les auteurs. Et donc voilà, nous, on ne peut pas tout faire. Voilà, c'est vraiment, il y a un besoin derrière. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, avec un besoin d'argent, de moyens humains pour aider la justice à faire son travail. Et après, pour tout ce qui va être économique et social des victimes, on voulait parler d'un fait d'actualité. Donc, on voulait parler du MeToo-Gay qui a eu une libération de la parole des hommes gays suite à des violences sexuelles. Donc, on trouvait important également qu'il existe des structures en adéquation avec les violences conjugales, les violences sexuelles qu'il peut y avoir au sein de la communauté LGBT. Donc, actuellement, il existe la ligne d'écoute, le 3919, qui est une ligne d'écoute qui est fichée, qui est affichée comme à destination des femmes victimes de violences. Donc, souvent, on va dire aux personnes qui sont victimes de violences, appelez le 3919. Mais appeler une ligne d'écoute qui est affichée comme pour répondre aux questions de femmes victimes de violences, c'est un peu stigmatisant. Les personnes au bout du fil ne vont pas forcément être au clair avec tout ce qui est question LGBT. Donc, sans le vouloir, vont peut-être créer de la discrimination en plus. Vont peut-être dire que, en fait, dans un couple de personnes de même genre, il n'y a pas de possibilité de violence. Par exemple, les couples de femmes, il n'y aura pas forcément, on va dire qu'il n'y a pas pas possibilité de violence puisqu'il n'y a pas d'hommes. Donc voilà, on pense qu'il y a vraiment un besoin soit de créer une structure spécifique, soit de créer vraiment un affichage de la ligne 3919 qui soit différente, qui dit bien que c'est une ligne qui prend en charge toutes les personnes victimes de violences conjugales ou de violences sexuelles. Donc voilà, et des personnes bien sûr au bout du fil qui soient formées pour les questions LGBT, bien sûr. Dernier petit changement et après on arrête. Merci Lucille. Sur l'arsenal législatif, aussi bien en matière répressive que plus largement, il y a un sujet vraiment, on l'a rappelé au tout début, mais il n'est pas nécessaire de faire toujours plus de lois, et particulièrement en matière pénale. Voilà, plus de lois pénales ne sert à rien. Aujourd'hui, il y a des dispositions pénales, elles sont extrêmement lourdes. Elles font rire les enfants quand on les annonce en intervention au milieu scolaire parce que personne ne croit qu'on peut faire 1 an de prison et avoir, je crois que c'est 45 000 € d'amende pour une injure LGBT-phobe. Personne n'y croit, quel que soit le milieu, et les gens ont raison, puisqu'il n'y a jamais de telles condamnations qui sont prononcées. Donc, ce n'est pas la peine. C'est pas la peine d'aller sur ce terrain-là, de faire toujours plus de circonstances aggravantes, des peines toujours plus lourdes qui ne seront pas prononcées. C'est pas la peine. Le plus important, c'est qu'il y ait une politique pénale qui suive sur ces questions, c'est qu'on n'ait pas systématiquement à courir après les procureurs de la République pour leur demander, s'il vous plaît, retenez la circonstance aggravante d'LGBT-phobie, parce que quand un procureur ne le requiert pas, un magistrat ne le retient pas de lui-même. C'est les principes du droit pénal. Et forcément, si ça n'est pas requis par le procureur, en général, ça ne donne lieu donc à aucune condamnation et donc pas de reconnaissance de la LGBT-phobie, ce qui est quelque chose d'important pour la victime, qu'on reconnaisse qu'elle a été victime en raison de son orientation sexuelle, de son identité de genre. Sur un point qui a été évoqué, parce qu'à plusieurs reprises, aujourd'hui, le mot discrimination a été prononcé. La notion de discrimination aujourd'hui, peut-être, mériterait une réflexion sur le plan législatif, parce qu'aujourd'hui, c'est une notion qui est extrêmement stricte. Elle ne recouvre qu'un certain nombre de cas très précis.
il y a des trous dans la raquette, si je puis dire. Il y a des zones il y a des situations qui ne relèvent pas de la discrimination et parce qu'on ne rentre pas dans la définition légale qui est, enfin, je dirais l'alinéa qui est le plus évoqué, qui est donc l'accès à un bien ou un service. En réalité, c'est une notion qui est entendue extrêmement strictement. Et donc, un exemple tout bête, une personne, un couple de femmes qui veut aller récupérer un enfant dans un espace médiatisé, parce qu'il y a de nombreux couples, une femme qui aurait eu un enfant avec un homme préalablement, si elle se rend donc dans un relais médiatisé pour pour que l'enfant soit confié à l'autre parent, eh bien, ça nous est déjà arrivé à plusieurs reprises que des femmes nous disent parce que je ne suis pas la mère biologique de l'enfant, on a refusé de me remettre cet enfant. C'est quelque chose qui serait considéré comme discriminatoire c'est quelque chose qui ne serait pas refusé à un parent d'un couple hétéro. Mais aujourd'hui, ce n'est considéré ni comme un service, ni comme un bien. Et donc, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne peut pas poursuivre sur le terrain de la discrimination. Et il y a beaucoup d'exemples comme celui-ci, en fait, de choses qui sont légèrement dans une sorte de zone grise et qu'on ne peut pas poursuivre sur le terrain de la discrimination. Donc, on pense qu'aujourd'hui, alors, est-ce que c'est réfléchir sur la façon dont cette incrimination est rédigée? Est-ce que c'est faire un autre texte spécifique? Voilà, j'y suis pas favorable, mais pourquoi pas? Mais en tout cas, voilà, qu'il y ait une réflexion sur cette question-là, de savoir quelles pratiques aujourd'hui on considère comme discriminatoires et est-ce qu'on ne doit pas revenir à la notion de discrimination comme on l'emploie tous les jours, qui est un traitement différencié, un traitement défavorable, simplement à raison de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre, et pas simplement dans quelques cas très précis énumérés par la loi. Voilà. Puis on se félicite en revanche de l'introduction dans le projet de loi séparatisme, même s'il a un nom beaucoup plus compliqué, alors même si c'était pas l'objectif, de la pénalisation de la pratique de l'outing. On espère que c'est quelque chose qui donnera lieu à des suites, que c'est une infraction qui sera retenue et pas exclusivement que c'est pas seulement de l'affichage pour faire suite à l'affaire Samuel Paty. Mais voilà, on espère que ça va arranger les choses et qu'en tout cas, il y aura une forme de communication, que les personnes prendront conscience que outer quelqu'un, non seulement ce n'est pas sans conséquence, mais qu'en plus, maintenant, c'est un délit. Voilà, je laisse Lucille faire la conclusion. Après, on arrête. Juste donc du coup, on vous a fait un petit état des lieux donc, de ce qui existe dans la loi et de ce qui est amélioré. On n'oublie pas bien sûr que les gros projets qui sont en cours doivent être continués, hein, donc la PMA pour toutes et pour tous, l'adoption, les thérapies de conversion et l'intersexuation, enfin, la fin des pratiques contre mutilation génitale des personnes intersexes. Donc voilà, donc nous on reste disponible pour échanger sur ces sujets très particuliers qui nécessitent, on pense, un peu plus que 10 minutes dans un échange comme cela. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous pour échanger sur ces 3 à 4 points avec nous. Écoutez, merci beaucoup. Effectivement, il y a beaucoup de champs que vous avez évoqués et sur lesquels on va continuer à travailler ensemble. Alors, je ne sais même pas si on aura le temps parce qu'en fait, on avait mis une durée, on va devoir s'arrêter à la demi, mais on a 10 petites minutes juste pour une question, en sachant, hein, comme je l'ai dit précédemment, que donc, une partie des points que vous avez évoqués, on travaille déjà et on porte des amendements qui vont vraiment dans le sens de ce que vous dites. Peut-être une seule incise sur le projet de loi séparatiste. Nous avons voté contre et nous allons continuer à voter contre, mais cela n'empêche de pouvoir intégrer ce que vous proposez, en tout cas pour notre part. C'est quelque chose qu'on peut envisager dans un autre cadre que celui-là, parce que nous ne sommes pas en adéquation avec, y compris le mélange des genres, littéralement, que ça induit. Donc, mais je pense que ça va vraiment dans le sens de... On est vraiment dans l'état d'esprit de ce que vous indiquiez sur le fait qu'il ne s'agit pas tant de alourdir la législation ou même en termes de pénal, nous on est plutôt pour une déflation pénale et la mise en œuvre de politiques publiques
qui permettent en fait, et d'abord suffisamment de prévention, la formation, ça c'est voilà, c'est le refrain qu'on entend, mais vraiment sur tous les sujets, mais une véritable formation initiale et continue des agents de l'État. Donc voilà, donc on va continuer à discuter, mais je voulais juste avoir votre réponse, si possible rapide, sur une question. C'était plus en termes en fait institutionnels, c'est-à-dire que est-ce que vous pensez nécessaire la mise en place d'une structure gouvernementale exécutive qui ait plus de prérogatives que ce que n'ont aujourd'hui les secrétariats d'État à égalité des chances et lutte contre les discriminations et la DILCRA. C'est-à-dire que nous, on était partis dans l'idée de mettre en place un commissariat pour l'égalité qui serait doté d'agents avec des moyens d'investigation, etc., justement pour s'assurer aussi de la mise en œuvre en fait, des politiques publiques et donc avoir quelque chose d'un peu plus volontariste. Alors, je sais que ça va être très, très rapide, mais c'est quelque chose sur lequel on pourra continuer à échanger. Voilà, vous, aujourd'hui, les interlocuteurs et ceux qui sont capables de mettre en œuvre les politiques publiques, au-delà des référents dans chaque ministère, on va dire, que sont le secrétariat d'État et la DILCRA, est-ce que ça vous semble être une infrastructure suffisante? Je ne sais pas si vous aviez… En tout cas, pour moi, c'est loin d'être vraiment satisfaisant. Par ailleurs, parce que quand il s'agit de débattre sur des sujets qui relèvent la santé publique, qui relèvent vraiment de l'accompagnement social et sanitaire des personnes, notamment LGBT ou des personnes trans, immigrées ou sans-papiers, bah, le cabinet Égalité aujourd'hui refuse catégoriquement de discuter avec des associations comme la nôtre. Donc, il me semble évident que le défaut d'une commission ou d'une proposition telle que la vôtre bah, ne permettra jamais d'avancer vraiment sur un plan vraiment efficace et des données, par ailleurs, peut-être des données là où aujourd'hui on est dans l'impossibilité de créer des données le plus proche de la réalité des vies des personnes, parce que là, il ne s'agit pas forcément des données scientifiques ni des données grises, c'est juste une collaboration étroite là où il y a le taux de pauvreté le plus important. Qui dit pauvreté, ça veut dire discrimination, oppression sociale. Donc, il me semble que le défaut d'une proposition telle que la vôtre ne permettra jamais vraiment d'appliquer à aucun plan de lutte contre les LGBT-phobies. Et donc, ça restera juste de maquillage pas cher, puisque c'est ça qui se passe aujourd'hui avec une association comme la nôtre. Et quand on parle du séparatisme, une association comme la nôtre qui agit sous la défense des personnes trans maghrébines, qui s'opposent à l'islamophobie et toutes ces questions-là, on est la cible aussi de cette loi du séparatisme en tant qu'association trans, en fait. Donc, voilà, moi, je serais plutôt favorable à cette proposition. Et côté SOS homophobie, peut-être sur les interlocuteurs et interlocutrices au niveau de l'État, DILCRA, secrétariat d'État, est-ce que dans le transversal, je suis d'accord en fait, il faut s'adresser à chaque ministère et que le travail soit fait dans chaque champ, mais une instance de coordination qui pourrait y compris venir devant le Parlement chaque année pour faire le bilan et rendre compte en fait des avancées. Voilà, c'est un peu à ça en fait qu'on pense, parce que justement, il me semble qu'aujourd'hui, l'interministériel, il est purement d'affichage en fait, il est purement de communication, alors qu'il y a un interministériel qui est nécessaire, pour autant qu'il y ait les moyens, c'est-à-dire par exemple avoir une administration, ce qu'on n'a pas aujourd'hui à son… le secrétariat d'État n'a pas d'administration. Ils ont un petit budget, mais pas d'agents avec des prérogatives. C'est un peu ça, en fait, autour de quoi on réfléchit sur voilà, comment mettre en œuvre un interministériel efficace, en fait.
Moi, personnellement, à froid, c'est un peu dur de définir si c'est vraiment utile. Il manque peut-être des éléments clés pour savoir exactement ce que vous entendez dessous. Mettre des moyens, des agents. Donc, ces agents, qu'est-ce qu'ils feraient? Quel serait leur rôle, etc. Peut-être que ça nécessite de discuter un peu plus en moins de 7 minutes. Ça paraît compliqué d'avoir le fond du sujet. mais vas-y, David. J'ai quelques questions, enfin une question du coup. Cet organe, il viendrait en plus de la DILCRA, en plus du défenseur des droits? Non, enfin non, justement, c'est à ça qu'on réfléchit. Ce serait éventuellement en place d'un secrétariat d'État et de la DILCRA, mais qui travaillerait avec le défenseur des droits qui, par ailleurs, a d'autres fonctions et doit maintenir une forme d'indépendance. Donc, en fait, voilà, je vous lance ça pour alimenter nos discussions futures. Je suis désolée, ça arrive un peu sur la fin et on aurait aimé pouvoir avoir plus de temps. Mais voilà, ça fait partie, encore une fois, vraiment d'accord sur, on va dire au moins à 90% ce que vous portez et on va essayer de le traduire, y compris par écrit. Et on vous transmettra d'ailleurs, puisqu'on a commencé un processus d'audition, d'audition publique, et on va aussi mettre en œuvre un examen de texte public, c'est-à-dire on va organiser, comme c'est fait à l'Assemblée nationale, l'examen de notre texte avec la possibilité d'amender d'ailleurs les propositions qu'on fera. Et donc voilà, on vous rendra compte un peu du déroulé qui va se poursuivre dans les prochaines semaines, et ce sera l'occasion du coup de rebondir sur et que vous voyez un peu très concrètement qu'est-ce qu'on a en tête. Mais c'était un peu pour vous solliciter vos retours futurs aussi sur ce point-là. En fait, c'est peut-être celui qui est le moins abouti pour nous, puisqu'en fait, on a déjà beaucoup travaillé à des amendements au cours des dernières années qui vont constituer le cœur de nos propositions législatives, mais sur voilà, un peu une forme institutionnelle qui peut fusionner, regrouper ou s'ajouter, même si je ne crois pas qu'il y ait besoin de plus de commissions ou coquilles vides, etc. Donc voilà, c'est ça un peu l'idée. Oui. Est-ce que c'est un organe qui aurait la possibilité d'intervenir sur des situations individuelles? Au départ, nous, en 2017, quand on l'a proposé, c'était l'idée qui est, oui, en fait, un pouvoir, y compris d'investigation, l'idée d'avoir des inspecteurs et inspectrices de l'égalité qui pourraient aussi investiguer et avoir aussi un pouvoir de sanction, d'investigation sur les thématiques liées à la lutte contre les discriminations. Donc voilà, c'est ça le projet. On va essayer de l'affiner, mais vos retours seront les bienvenus aussi sur cet aspect-là, vraiment très concret de qu'est-ce qu'on met en place et comment on assure en fait le suivi, quoi, et de manière transversale. Parce que pour ne rien vous cacher, Madame la députée, il y a très souvent dans beaucoup de situations individuelles, tout ce qui manque, c'est un coup de téléphone, des fois, d'une personne à un endroit pour que les choses se débloquent. D'où ma question. Oui. Non, mais voilà, ça fait partie des choses auxquelles on réfléchit, y compris pour s'assurer que dans les administrations différentes, en fait, le suivi se fasse et voilà, avoir aussi ce rôle-là. On va devoir s'arrêter. Encore une fois, je vous remercie énormément parce que c'est très riche. Toute l'équipe a pris plein de notes, l'équipe de l'Assemblée comme l'équipe thématique. Et on va essayer de donner corps. Merci Cassandre. On va essayer de donner corps à tout ça, comme je vous le disais, pas simplement d'un point de vue législatif, légistique. Hein. Ça va avoir lieu et on vous informera, mais aussi en termes, par exemple, de décret et comme ce que j'évoquais à la fin là, en termes d'institutions voilà, à créer ou en tout cas à repenser pour des propositions complètes sur ce que nous voulons mettre en œuvre et engager, et en tout cas pour aussi nourrir le débat public sur ces sujets. Merci à vous tous et toutes. Et je vous dis à bientôt, puisqu'on va continuer les échanges, j'espère, sur ce sujet, et le travail, et puis les batailles, parce qu'on en a encore beaucoup à mener et à gagner, j'espère. Bravo en tout cas pour vous et votre engagement. Je tiens à le dire dans les dernières secondes qui restent, puisque en fait, nous, sur ce sujet-là, sur ces sujets comme sur tant d'autres, sur beaucoup d'autres, on se base et on s'alimente de ce que vous avez fait et de toutes les avancées que vous avez permis de faire gagner à la loi. Et donc, voilà, merci encore
de votre investissement infatigable qui nous oblige aussi à être à la hauteur des enjeux. Merci à vous. Voilà. Merci à vous. Et Merci puis beaucoup. Merci. à bientôt. À bientôt. Au plaisir. À vous aussi. Merci beaucoup, Au à revoir. bientôt. Au revoir.